la Terre pourrait être au bord d'un changement majeur. Les scientifiques ont découvert qu'environ tous les 200 millions d'années, des comètes se mettaient à pleuvoir sur notre planète. Cette pluie de comètes modifie l'apparence de la Terre, remodèle les continents et augmente l'activité géologique du globe. Nous en sommes au XXe siècle, ce qui signifie que de nouvelles transformations sont imminentes. Pourquoi la Terre a-t-elle une tectonique des plaques actives et des continents, contrairement à toute autre planète? Pour répondre à cette question, les géologues ont analysé des cristaux de zircon. Ces minuscules cristaux, souvent trouvés dans les roches, sont extrêmement résistants et peuvent survivre à des processus géologiques extrêmes qui détruiraient la plupart des autres minéraux. Ces cristaux sont précieux, car ils permettent de déterminer l'âge des roches. Ils contiennent de l'uranium qui se décompose en plomb avec le temps. En mesurant la quantité d'uranium décomposé dans un cristal et la quantité restante, on peut ainsi déterminer l'âge d'un minéral. Cette méthode nous permet donc d'en apprendre beaucoup sur la croûte terrestre et son histoire. Récemment, des géologues ont étudié des cristaux de zircon provenant de deux des régions les plus anciennes de la Terre, le craton nord-américain du Groenland et le craton de Pilbara en Australie occidentale. Les roches de ces régions ont révélé des informations sur ce qui était arrivé à notre planète pendant l'ère archéenne, entre 2,8 et 3,8 milliards d'années auparavant. C'était une époque tumultueuse où le magma, riche en éléments jusqu'alors inconnus, a percé la surface pour la première fois. Cet événement a transformé à jamais l'apparence de la Terre. En examinant ces cristaux, les scientifiques ont découvert un autre phénomène. Il semble que tous les 200 millions d'années, la Terre commence à former une nouvelle croûte continentale pour une raison mystérieuse. En approfondissant leurs recherches, ils ont réalisé que cela pourrait être lié à notre galaxie. Notre système solaire se trouve dans la Voie lactée, juste ici, dans le bras d'Orion. Un bras est une région qui contient de nombreuses étoiles, du gaz et de la poussière. La Voie lactée en possède plusieurs, de tailles variées, qui s'étendent et s'enroulent vers l'extérieur, donnant à la galaxie son aspect en spirale. Nous sommes situés dans un bras mineur, à environ 27 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, où se trouve un trou noir terrifiant baptisé Sagittarius A. Cependant, notre système solaire ne reste pas immobile. Il se déplace à une vitesse vertigineuse de 240 km par seconde, suffisante pour effectuer le tour de la Terre 22 fois en 1 heure. Tout comme les planètes tournent autour du Soleil, le système solaire tourne autour du centre de notre galaxie. Cette période orbitale est appelée une année galactique. Les objets plus proches de Sagittarius A se déplacent plus rapidement, bénéficiant de l'avantage de la voie intérieure. En revanche, les bras spiraux plus éloignés de nous se déplacent beaucoup plus lentement, soit environ 210 km par seconde, ce qui ne correspond plus qu'à environ 19 tours de l'équateur en 1 heure. En raison de cette différence de vitesse, notre système solaire se déplace de part et d'autre des bras spiraux de la galaxie, un peu comme la vague créée par les spectateurs dans un stade. Ce mouvement laisse sa marque à la fois sur le système solaire et sur notre planète. Il existe une vaste région lointaine autour de notre système solaire appelée le nuage de Oort. Elle se situe à environ 7400 milliards de kilomètres du Soleil, soit l'équivalent de 50 000 allers-retours vers notre astre. Le nuage de Oort est rempli de comètes. Vous ne le savez peut-être pas, mais elles sont beaucoup plus dangereuses pour nous que les astéroïdes ordinaires. Les astéroïdes varient en taille et sont généralement constitués de roches et de métaux. Ils n'ont pas de gaz lumineux autour d'eux et gravitent autour du Soleil, dans la ceinture principale d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Si Jupiter, avec sa puissante gravité, ne dévie pas leur trajectoire, ils peuvent parfois atteindre la Terre et causer des ravages. Une comète, en revanche, est un petit objet composé principalement de glace et de roches. Lorsqu'elle s'approche du Soleil, elle se réchauffe et libère de la poussière et des gaz, formant ainsi une nuée lumineuse autour d'elle que l'on appelle chevelure. C'est cette chevelure que nous percevons comme une queue lorsqu'elle se déplace. Et les conséquences de leur impact sont beaucoup plus extrêmes. Quand nous achevons une année galactique, les objets glacés du nuage de Oort sont poussés vers toutes nos planètes. Et lorsque nous pénétrons dans les grands bras spiraux de notre galaxie, la tempête de comètes débute. Les comètes sont beaucoup plus rapides que les astéroïdes. Lorsqu'elles frappent la Terre, elles créent d'énormes impacts et de gigantesques cratères.
L'énergie dégagée par ces impacts peut faire fondre de vastes portions de la croûte et du manteau terrestre. La roche en fusion remonte alors à la surface pour y flotter. En refroidissant, elle se solidifie et forme une nouvelle croûte. Au fil du temps, ces morceaux de croûte peuvent fusionner et s'agrandir à mesure que davantage de magma solidifié s'y attache. En bout de compte, tout cela forme de grands continents. Ainsi, une fois par année galactique, lorsque les comètes commencent à frapper la Terre plus souvent, elles modifient profondément la structure de la Terre et contribuent à la création de nouvelles masses terrestres. Une autre preuve de ce phénomène est la présence de couches de sphérules, de petites particules rondes créées par la matière projetée lors des impacts. Lorsque nous les examinons, elles correspondent également à ce cycle temporel. Les couches de sphérules sur notre planète se sont formées précisément lorsque la Terre traversait les bras spiraux de la Voie lactée. Et la plupart d'entre elles sont apparues il y a un peu plus d'1 milliard d'années. Il existe de nombreux cycles qui influencent notre planète. Par exemple, les cycles de Milankovitch, qui nous indiquent comment l'orbite et l'inclinaison de la Terre changent au fil du temps. Cela affecte le climat de la planète. Mais ce nouveau cycle de 200 millions d'années est d'un tout autre acabit. Nous pensions autrefois que les continents ne se formaient qu'à cause de phénomènes internes à notre planète. Et peut-être que les astéroïdes y ont également joué un rôle. Mais à présent, il semble que les continents soient nés et façonnés grâce à la Voie lactée elle-même. Les scientifiques veulent maintenant étudier ces anciens dépôts minéraux pour vérifier cette hypothèse. Si elle se confirme, cela pourrait signifier que nous nous rapprochons d'une intense période d'activité géologique. Les continents pourraient commencer à se remodeler, voire même à se rassembler pour former un nouveau supercontinent. Les continents de notre planète ressemblent aux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement, comme l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et ce n'est pas qu'une coïncidence. Il y a des millions d'années, ils formaient un supercontinent appelé Pangée. La Pangée était autrefois une masse terrestre pleine de créatures uniques, comme le Tanystrophus au long cou, le Lystrosaurus dépourvu de dents, et le Drepanosaurus, une sorte de reptile aviaire. Mais le sol sous nos pieds est toujours en mouvement, flottant sur le magma comme des légumes dans une soupe brûlante. Et c'est ainsi que, finalement, la Pangée s'est disloquée. Cependant, ce n'était pas le seul supercontinent de notre histoire. Ce cycle de recomposition et de séparation se produit assez régulièrement, comme chez certains couples toxiques. Cela se produit généralement tous les 200 à 600 millions d'années. Donc oui, tous nos continents actuels se rassembleront de nouveau un jour. Nous appellerons cela la Pangée Proxima, la Pangée Ultima, ou simplement l'Amasia. Tout ça pourrait se produire lors de la prochaine année galactique. Il existe de nombreuses théories sur la manière dont cela pourrait arriver. L'Afrique pourrait fusionner avec l'Europe, et l'Australie pourrait se déplacer vers le nord en direction de l'Asie. La vie sur cette Pangée 2.0 serait difficile. La plupart des gens acquéreraient probablement une peau, des cheveux et des yeux foncés. Nous vivrions alors près de l'équateur et le long des côtes, car le climat y serait plus agréable et plus clément. Le centre serait quant à lui effrayant, chaud et aride, constellé de déserts. Il y aurait une langue commune et des traditions partagées. En général, un tel événement tend à rapprocher les gens, sans mauvais jeu de mots. Toutefois, cela signifierait aussi que si un conflit éclatait quelque part, nous en subirions toutes les conséquences. De plus, toute crise sanitaire pourrait affecter l'ensemble du continent. Et prions pour qu'aucun gros astéroïde ne nous frappe cette fois-ci, car cela serait assurément notre perte. Naturellement, le mouvement des plaques tectoniques engendrera de nombreux cataclysmes. Mais il est possible que les humains ne vivent même plus sur Terre. Bien que certains événements astronomiques soient assez courants, il en existe d'autres qui ne se produisent qu'une fois tous les ans ou même une fois par siècle. Examinons les phénomènes les plus fascinants et les plus rares que nous pourrions un jour contempler. Le premier événement céleste remarquable de notre liste est la pluie de météores des Perséides, qui se déroulera du 17 juillet au 24 août 2024. Ce spectacle sera l'un des plus éclatants de l'année. À son apogée, entre le 12 et le 13 août, vous pourrez observer jusqu'à 100 météores par heure, à condition de vous trouver dans un endroit dénué de pollution lumineuse. Cette pluie de météores résulte des débris laissés par la comète Swift-Tuttle. Lorsque ces météores traversent l'atmosphère terrestre, ils laissent souvent derrière eux de longues traînées lumineuses et colorées. Le moment idéal pour admirer ce spectacle cosmique est juste avant l'aube. Le 2 octobre 2024, les Patagoniens auront l'opportunité d'admirer une éclipse solaire annulaire, communément appelée anneau de feu. Ce phénomène se produit lorsque la Lune est légèrement plus éloignée de notre planète.
Dans ce cas, lorsque les disques de la Lune et du Soleil s'alignent, l'ombre de la Lune n'arrête pas totalement la lumière solaire, laissant apparaître un anneau de lumière autour de la Lune. Cette fois-ci, l'anneau de feu sera visible depuis le sud du Chili et de l'Argentine. Il est donc conseillé de réserver votre vol dès à présent. Un autre événement astronomique notable se déroulera du 6 au 10 octobre 2024, la pluie de météores des Draconides. Durant cette période, les météores seront plus susceptibles d'être observables en soirée plutôt qu'au petit matin. En général, cette pluie est relativement modeste, produisant seulement une poignée de météores par heure. Toutefois, les astronomes mentionnent que l'existence d'un événement draconide rare et spectaculaire, capable de projeter plusieurs centaines de météores dans le ciel en une heure. Aurons-nous la chance de vivre un tel spectacle cette année? Seul le temps nous le dira. À partir du 12 octobre et durant la semaine suivante, vous aurez l'occasion d'observer une comète passer à proximité de notre planète. Bien que cet astre imposant, au nom difficilement prononçable de Tsuchinshan Atlas, se trouve à environ 70 millions de kilomètres de la Terre à son point le plus proche, il pourrait bien être visible à l'œil nu. Les comètes sont réputées pour leur imprévisibilité. La majorité de ces corps célestes, composés de poussière et de glace, seraient originaires des confins du système solaire, où ils ont passé des millions d'années dans l'obscurité, inertes et ignorés de tous, tout comme moi au collège. À présent, certaines d'entre elles se rapprochent du Soleil, et de nombreux experts anticipent déjà un spectacle céleste époustouflant en octobre. Si vous manquez les pluies de météores précédemment mentionnées, vous aurez une autre opportunité. Les Orionides s'étendront du 26 septembre au 22 novembre 2024. Parfois, cet événement peut produire entre 40 et 70 étoiles filantes par heure. Mais récemment, le nombre maximal a été réduit à une vingtaine ou une trentaine de météores observables. Et pour clore l'année, nous assisterons à la pluie de météorites des Géminides, du 4 au 17 décembre 2024. Cet événement s'annonce tout simplement époustouflant. Les astronomes considèrent cette pluie comme l'une des plus spectaculaires de l'année, en raison de la luminosité des météores attendus. Environ 120 étoiles filantes devraient fendre le ciel à chaque heure. Fait intéressant, alors que la plupart des pluies de météorites proviennent de comètes composées de poussière et de glace, les Géminides proviennent d'un astéroïde rocheux, nommé 3200 Phaéton. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à classifier ce dernier, car il possède une queue et s'illumine en s'approchant du Soleil, tout comme une comète. En revanche, les astronomes ont récemment découvert que la queue de l'astéroïde était constituée de gaz de sodium et non de poussière. Et maintenant, projetons-nous plus loin dans le futur. En 2029, nous assisterons à l'éclipse lunaire la plus sombre du siècle. Une éclipse lunaire se produit lorsque notre satellite naturel est entièrement caché dans l'ombre de la Terre. Parfois, au cours de ce phénomène, la Lune peut se teinter d'un rouge vif. Normalement, plus la Lune se rapproche du centre de l'ombre de notre planète, plus l'éclipse est sombre. Et selon les experts, l'éclipse du 26 juin 2029 sera particulièrement obscure. Elle durera environ 1 heure et 42 minutes et sera encore une fois visible depuis l'Amérique du Sud. Alors pensez à réserver vos billets. Une superlune qui est également la seconde pleine lune à apparaître au cours d'un même mois est appelée superlune bleue. Ces superlunes ne suivent pas un cycle régulier et se produisent environ tous les 10 ans. Selon la NASA, les prochaines superlunes bleues auront lieu en janvier et en mars 2037. 3 ans plus tard, en 2040, nous assisterons à une véritable parade planétaire, où 5 corps du système solaire, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, s'aligneront. Bien que ce ne soit pas une ligne parfaitement droite, ce sera tout de même un spectacle édifiant. Certaines planètes, comme Vénus et Jupiter, peuvent être observées même dans les grandes villes à l'œil nu. Mais pendant ce défilé, vous pourriez apercevoir encore davantage de planètes. Peut-être est-il temps d'investir dans un télescope. La superlune la plus lumineuse du XXIe siècle se produira en 2052. En effet, l'orbite de notre satellite naturel n'est pas parfaitement circulaire, puisque la Lune poursuit une trajectoire elliptique autour de la Terre. Ainsi, il y a 2 points distincts, le plus proche de la Terre, appelé périgée, et le plus éloigné, connu sous le nom d'apogée. Le 6 décembre 2052, nous assisterons à une superlune éblouissante. Notre satellite se trouvera alors à environ 356 000 km de notre planète, ce qui est légèrement plus proche que d'habitude.
En 2060, nous pourrons observer une comète nommée 15P Finlay. Ce sera l'une des comètes les plus proches de notre planète au cours depuis les 100 dernières années, passant à environ 5 millions de kilomètres de nous. À chaque fois qu'une comète s'approche du Soleil, elle se réchauffe et commence à émettre des gaz et de la poussière, ce qui lui donne l'aspect d'une petite étoile. Grâce au vent solaire, elle développe également une longue et magnifique queue. Plus une comète passe près de la Terre, plus elle apparaît brillante dans le ciel. Préparez-vous donc à en prendre plein les yeux. En 2084, un phénomène connu sous le nom de « éclipse de Terre » devrait se produire, ce qui sera l'un des événements astronomiques les plus captivants du XXIe siècle. Malheureusement, nous ne pourrons pas admirer ce spectacle depuis la Terre, bien entendu. Cependant, nous pourrions avoir la chance de l'observer depuis Mars. Pendant cet événement, la Lune et la Terre passeront devant le Soleil, apparaissant comme des silhouettes sombres. Cet événement, connu sous le nom de transit planétaire, est semblable à une éclipse solaire, mais avec des objets autres que la Lune. En l'an 2100, pour ceux d'entre nous qui seront encore là, l'étoile polaire sera au plus proche du pôle céleste nord. Les navigateurs utilisent cette étoile emblématique depuis des siècles pour se repérer. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle n'est pas tout à fait alignée avec le nord. La Terre ne possède pas d'axe fixe. Elle tourne dans l'espace comme une gigantesque toupie, au cours d'un processus dit de précession orbitale. C'est pourquoi l'étoile polaire change lentement de position dans le ciel. Mais le 24 mars 2100, l'étoile polaire sera enfin alignée avec le véritable nord de notre planète. Ensuite, elle commencera à s'éloigner à nouveau, pour ne revenir que dans 26 000 ans. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un événement exceptionnellement rare. De plus, ce sera en quelque sorte le cadeau d'adieu de l'étoile polaire. Étant donné que l'axe de la Terre est en perpétuel mouvement, dans environ 2000 ans, cette étoile sera remplacée par une autre. Gamma s'est fait. Ainsi, en 2100, l'étoile polaire sera la plus proche de notre planète avant très longtemps. J'espère que vous avez pris note des événements astronomiques les plus fascinants. Entre l'an 774 et l'an 775, la Terre a été frappée par une immense explosion de radiation. Cette explosion d'énergie a laissé des traces. Les cernes des arbres de cette année-là présentent des niveaux de radioactivité beaucoup trop élevés. Mais quelle en fut la cause exacte? Certains scientifiques ont évoqué une éruption solaire. D'autres disent qu'une supernova massive aurait été à l'origine de cette explosion de radiation. Mais l'astronome Phil Plait estime que si tel était le cas, la supernova en question aurait dû se trouver à moins d'1 millier d'années-lumière et aurait été incroyablement puissante. Or, il n'existe aucune trace de cette supernova, pas d'étoile de la mort en vue. Après avoir examiné le carbone radioactif et le beryllium présents dans les cernes des arbres, les scientifiques ont écarté un certain nombre d'autres possibilités. Ils ont d'abord pensé à un choc entre des étoiles à neutrons ou entre une étoile à neutrons et un trou noir. Ce type d'accident produit une explosion très rapide de rayons gamma sans aucun spectacle lumineux, ce qui correspond le mieux aux données disponibles. Mais ce type de collision est très rare. Plait pense qu'il est peu probable que ce soit la réponse. Il estime que nous ne devrions voir ce type d'événement dans notre galaxie qu'une fois tous les millions d'années. Le fait qu'il y ait pu en avoir un il y a tout juste 1200 ans lui semble donc assez extraordinaire. Les scientifiques sont très préoccupés par ces événements rares. Si l'un d'entre eux se produisait plus près de la Terre, il pourrait gravement perturber la vie sur notre planète. Même s'il se produisait à des milliers d'années-lumière, un tel événement pourrait provoquer le chaos dans tous les systèmes électroniques sophistiqués dont nous sommes devenus dépendants. C'est donc une bonne chose que ces sursauts gamma soient si rares. S'ils étaient les plus fréquents, la Terre aurait de sérieux problèmes. Vous pensez peut-être que si notre planète est capable de résister à des méga-radiations, elle peut facilement résister à quelque chose de moins effrayant, disons, des sauterelles. Désolé de vous dire cela, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En 1874, au cours d'un été chaud au Kansas, les choses ont pris une tournure étrange. Les sauterelles, ou devrais-je dire, les criquets, ont envahi les grandes plaines. Elles ont déferlé comme une tempête, recouvrant les maisons, les arbres et même les trains qui passaient par là. Ces insectes avaient pour mission de semer le chaos. Les agriculteurs ont dû se démener pour protéger leurs puits et tout ce qui valait la peine d'être sauvé. Les sauterelles se posaient partout, ravageant tout sur leur passage. Même les pauvres moutons y perdirent leur laine. Les sauterelles décapèrent même la peinture des chariots et les manches des fourches. C'est dire à quel point
elles sont destructrices. Le bétail essaya de se défendre en les mangeant, mais ces insectes étaient tout simplement trop nombreux. Cette année-là, ces bestioles causèrent environ 200 millions de dollars de dégâts aux cultures. L'invasion fut si sévère que l'armée américaine dut intervenir. Finalement, les criquets s'en allèrent, et les plaines retrouvèrent leur calme. Les catastrophes naturelles peuvent être encore plus inattendues que les radiations venues de l'espace et les invasions de sauterelles. Par exemple, en juin 2007, un éleveur de rennes du nord-ouest de la Sibérie s'occupait de ses affaires lorsqu'il a soudain entendu une forte explosion et vu de la fumée s'élever du sol. Si cela m'arrivait, je devrais tout de suite changer de pantalon. Plus tard, ils ont découvert un énorme trou de 7 mètres de large et de près de 20 mètres de profondeur, entouré de morceaux de glace et de terre. Il s'est avéré qu'il y avait plus de 17 trous noirs de ce type dans la région. Ils étaient remplis d'eau tourbeuse et entourés de mystères. Certains pensaient qu'il s'agissait de dolines. D'autres étaient persuadés qu'ils étaient le résultat de tests ultra secrets ou même d'une pluie de météorites. Selon la plus récente théorie, ces trous seraient en fait des cratères causés par le réchauffement de l'Arctique et la fonte des sols. Selon cette hypothèse, le dégel provoque l'éclatement de poches de gaz piégées sous la surface et crée ces trous spectaculaires. Apparemment, ces cratères inquiétants sont apparus à des endroits précis de la Sibérie, où d'anciennes failles géologiques laissent s'échapper du gaz naturel chaud depuis déjà pas mal de temps. Si l'on ajoute à cela les restes de méthane provenant d'anciens sédiments lacustres et libérés par le réchauffement de la planète, on obtient des surprises plutôt explosives. Vous n'avez pas encore peur, d'accord. Vous avez peut-être peur du noir? Si c'est le cas, vous ne devriez pas revenir en 536. C'est l'année où le monde a traversé une période d'obscurité de 18 mois. Un mystérieux brouillard a recouvert l'Europe, le Moyen-Orient et une partie de l'Asie, bloquant le soleil et provoquant le chaos. Un véritable âge des ténèbres, et pour de vrai cette fois. Il s'avère que le principal responsable de ce brouillard fut une éruption volcanique en Islande. Cette éruption répandit des cendres dans tout l'hémisphère nord, provoquant une chute des températures et de très mauvaises récoltes. Les gens gelaient et mouraient de faim. C'était terrible. Les historiens de l'époque ont parlé de l'étrangeté de la situation. Le soleil ressemblait à la lune, les étés étaient glacés, et il neigeait même en Chine, au mois d'août. Tout cela à cause des cendres volcaniques qui bloquèrent le soleil. Et pour ne rien arranger, cette période d'obscurité a déclenché le début de la peste bubonique de l'an 541. Une période vraiment difficile. Revenons à présent en Sibérie. En 1908, au fin fond de la Sibérie, un astéroïde est venu nous rendre une visite inattendue. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom d'astéroïde de la Tunguska, mais il n'a pas reçu ce nom immédiatement. La population locale n'a fait qu'entrevoir le spectacle. Une boule de feu traversant le ciel, suivie d'un énorme boom. Des arbres se sont envolés, des incendies ont éclaté, et les animaux n'étaient alors pas très heureux. Mais la région étant très isolée, peu de gens s'en sont aperçus. Pendant près de 20 ans, personne n'a pris la peine d'inspecter le site de la Tunguska. Les gens avaient trop de choses qu'à faire à l'époque. Mais des scientifiques se sont finalement rendus sur place et ont trouvé des preuves de cet astéroïde. Plus tard, lors d'expéditions, ils ont même trouvé des microparticules spatiales. Aujourd'hui, la NASA a mis en place un programme de défense planétaire. Elle a même envoyé une mission pour tester la technologie de déviation des astéroïdes. Car qui sait quand le prochain caillou cosmique viendra frapper à notre porte? Au milieu du 19e siècle, une autre tempête solaire s'est produite. L'événement de Carrington. Cet événement vous semblera peut-être anodin, mais il a eu de lourdes conséquences. Le lendemain de la tempête, la Terre a été frappée par un violent orage géomagnétique qui a détraqué les télégraphes et fait apparaître des aurores sous les tropiques, là où elles n'apparaissent jamais normalement. Il s'avère que toute cette folie météorologique a commencé par des phénomènes étranges à la surface du Soleil, des taches solaires par exemple. Ces taches sont à l'origine d'éruptions et d'autres phénomènes électromagnétiques qui peuvent perturber notre technologie.
Les tempêtes solaires massives comme celle-ci peuvent jaillir du Soleil, à des vitesses allant jusqu'à 2900 km par seconde. Elles peuvent contenir des milliards de tonnes de matière solaire, ainsi qu'un petit champ magnétique sournois qui adore perturber le champ magnétique terrestre lorsqu'il le rencontre. Maintenant écoutez bien, nous nous rapprochons du prochain maximum solaire, qui aura lieu en 2025. Il est donc temps de consulter l'historique des pires tempêtes solaires, comme l'événement de Carrington, et de faire bien attention. Imaginez qu'une tempête de ce type se produise aujourd'hui, l'apocalypse sur les réseaux. Les entreprises seraient mises hors ligne et nous serions confrontés à de graves dégâts. Heureusement, ces méga-tempêtes solaires ne se produisent pas très souvent. Mais la météo de l'espace étant difficile à prévoir, qui sait quand la prochaine surviendra? Le 23 juillet 2024, la sonde spatiale Solar Orbiter, opérée par l'Agence spatiale européenne, a détecté une éruption solaire d'une puissance exceptionnelle provenant de la face cachée du Soleil. Bien qu'elle ne soit pas la plus intense jamais observée, il est indéniable que nous avons eu une chance inouïe de ne pas en subir les effets dévastateurs. De telles éruptions provoquent souvent des tempêtes de radiation violentes et persistantes. Si celles-ci venaient à se diriger vers la Terre, elles pourraient entraîner des coupures d'électricité à l'échelle mondiale. Avant d'examiner plus en détail cette éruption solaire potentiellement catastrophique, il est essentiel de comprendre la nature de ce phénomène. Les éruptions solaires résultent du mouvement incessant des champs magnétiques dans l'atmosphère de notre étoile. Lorsque le Soleil approche de son maximum solaire, la phase la plus active de son cycle de 11 ans, ce qui, soit dit en passant, correspond à la période actuelle, ces champs magnétiques s'enchevêtrent de plus en plus, transformant notre étoile en une gigantesque sphère de fils magnétiques entrelacés. Ces champs se croisent, s'entrecoupent, et finissent par se reconnecter. Avez-vous déjà observé des limailles de fer autour d'un aimant? Elles s'alignent selon les lignes de force magnétique. De manière similaire, le plasma brûlant qui recouvre la surface du Soleil est influencé par ces mêmes lignes de force. Parfois, lorsque les champs magnétiques interagissent, une partie du plasma se détache, accélérant alors ces particules à des vitesses vertigineuses et libérant une radiation intense dans l'espace. C'est ce que l'on appelle une éruption solaire. D'autres fois, notre étoile projette d'énormes quantités de matière lors de phénomènes appelés éjections de masse coronale ou EMC. Une seule de ces éjections peut contenir jusqu'à 20 milliards de tonnes de matière. Si cette matière était composée de roches, elle pourrait former une montagne de 400 mètres de diamètre et près de 800 mètres de hauteur. Ce matériau expulsé traverse souvent l'espace à des vitesses dépassant 1,6 million de kilomètres à l'heure. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale figurent parmi les événements les plus violents du système solaire, libérant des quantités d'énergie inimaginables. Les éruptions solaires sont classées selon leur intensité. Les plus faibles appartiennent aux classes A et B, suivies des classes C et M, tandis que les éruptions les plus puissantes sont classées dans la catégorie X. Chaque lettre est accompagnée d'un chiffre allant de 1 à 9, et parfois même d'un chiffre supérieur, à la manière de l'échelle de Richter utilisée pour les séismes. Les éruptions de classe A et B sont trop faibles pour affecter notre planète. En revanche, les éruptions de classe C peuvent provoquer des effets légers, quoique perceptibles. Celles de classe M peuvent engendrer des coupures radiotemporaires au pôle et déclencher des tempêtes de radiation modérées, potentiellement dangereuses pour les astronautes. Cependant, les plus redoutables sont les éruptions de classe X. Certaines éruptions sont plus de 10 fois plus puissantes qu'une X1, c'est pourquoi la classification des éruptions de classe X peut excéder le chiffre 9. Revenons à cette éruption solaire récente. Elle appartenait à la classe X14. Nous savons déjà que cela correspond à une éruption d'une exceptionnelle intensité. Parmi les autres éruptions majeures détectées récemment par les astronomes, on note une éruption de classe X12 survenue le 20 mai, ainsi qu'une éruption de classe X10 observée le 17 juillet. Toutes ces éruptions provenaient de la face cachée du Soleil. Concernant la face de notre étoile orientée vers la Terre, l'éruption solaire la plus intense observée jusqu'à présent dans ce cycle solaire s'est produite le 14 mai. Il s'agissait d'une éruption de classe X 8,7 qui a provoqué des coupures radio. Quelques jours auparavant, une tempête géomagnétique puissante, accompagnée d'aurores spectaculaires visibles dans le monde entier, avait déjà eu lieu, résultant en de puissantes éjections de masse coronale. Quant à l'éruption de classe X de juillet, sa puissance était telle qu'elle aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour nous. Heureusement, l'explosion de plasma chargé magnétiquement qui l'accompagnait n'a pas été dirigée vers la Terre. Si tel avait été le cas,
nous aurions assisté à une tempête solaire d'une ampleur considérable. Les aurores boréales auraient été d'une beauté à couper le souffle, mais également empreintes d'une certaine terreur. Toutefois, une telle explosion de particules énergétiques projetées vers la Terre aurait pu engendrer des perturbations technologiques majeures et des pannes électriques, semblables à l'événement de 1989, qui avait gravement endommagé le réseau électrique du Québec, ou encore une catastrophe bien plus ancienne, qui, malgré tout, avait causé des dommages significatifs à l'échelle mondiale. Nous faisons référence à l'événement de Carrington, survenu en 1859, qui constitue la première éruption solaire documentée ayant impacté notre planète. Cet événement s'est produit le 1er septembre et porte le nom de Richard Carrington, l'astronome solaire qui a observé l'éruption à travers son propre télescope et dessiné les taches solaires visibles à la surface de notre astre. Selon les scientifiques, cette éruption reste la tempête solaire la plus puissante documentée au cours des 5 derniers siècles. L'événement de Carrington a engendré des aurores visibles jusque dans le sud des Caraïbes. Il a également causé des perturbations majeures des services télégraphiques à travers le monde, électrocutant certains opérateurs et provoquant des incendies après que des décharges électrostatiques ont enflammé le papier utilisé pour les transmissions. Une autre éruption solaire majeure, survenue le 4 août 1972, a perturbé les communications téléphoniques longue distance dans plusieurs États américains, notamment en Illinois. Cet incident a conduit la compagnie américaine de téléphonie et de télégraphie à revoir complètement son système d'alimentation pour les câbles transatlantiques. Puis, le 13 mars 1989, 2 éjections de masse coronale extrêmement puissantes ont provoqué une tempête géomagnétique qui a entraîné une panne de courant au Canada. Cette coupure a laissé environ 6 millions de personnes sans électricité pendant 9 heures. On rapporte que cette éruption solaire a perturbé le réseau de transmission d'électricité de la centrale Hydro-Québec et endommagé certains transformateurs électriques dans le New Jersey. Cependant, malgré son ampleur, cette tempête solaire n'avait rien de comparable à l'intensité de l'événement de Carrington. La tempête solaire du 14 juillet s'est produite le jour de notre fête nationale, en l'an 2000. Il s'agissait d'un événement de classe X5, qui a provoqué des courts-circuits dans plusieurs satellites ainsi que des coupures radio. Cet épisode demeure l'un des événements solaires les plus étudiés à ce jour. Entre octobre et novembre 2003, notre étoile a émis une série d'éruptions solaires majeures et d'éjections de masse coronale qui ont atteint la Terre, frappant son atmosphère. Ces tempêtes solaires, connues sous le nom de tempête d'Halloween de 2003, ont entraîné le détournement de certains vols, affecté les systèmes satellitaires et provoqué des pannes de courant en Suède. De plus, l'observatoire solaire et héliosphérique a été incapable de remplir ses fonctions durant cet épisode solaire intense. Le 28 octobre 2003, le Soleil a émis une éruption solaire d'une ampleur considérable, en direction de la Terre. Elle était si intense qu'elle a saturé le capteur de la sonde spatiale qui la mesurait, ce dernier atteignant sa limite à X28. Plus tard, les scientifiques ont déterminé que l'éruption avait en réalité atteint une intensité maximale d'environ X45. Ce qui a rendu les tempêtes d'Halloween particulièrement inquiétantes, c'est qu'elles se sont produites à une période du cycle solaire où l'activité est habituellement calme, soit 2 à 3 ans après le maximum solaire. Selon les statistiques de la NASA, seules 17 puissantes éruptions solaires ont eu lieu à cette période. Le 5 décembre 2006, le Soleil a émis une nouvelle éruption solaire de classe X9. Cette éruption a perturbé les communications entre les satellites et la Terre, ainsi que les signaux de navigation GPS pendant une dizaine de minutes. La tempête était si puissante qu'elle a même endommagé l'imageur radiographique du satellite GOES-13, affectant plusieurs pixels de son détecteur. En février 2022, SpaceX a subi la puissance redoutable de notre étoile lorsqu'une tempête géomagnétique a détruit 38 satellites Starlink, représentant des pertes de plusieurs dizaines de millions de dollars. Cette catastrophe s'est produite peu après leur mise en orbite. Malheureusement, les satellites Starlink sont particulièrement vulnérables aux tempêtes géomagnétiques en raison de leurs orbites extrêmement basses, situées entre 100 et 200 km. Ils dépendent de leurs moteurs embarqués pour contrer la traînée atmosphérique et atteindre leur altitude finale d'environ 560 km au-dessus de la Terre. Lors d'une tempête géomagnétique, l'atmosphère terrestre absorbe l'énergie de la tempête, se réchauffe et s'étend vers les hauteurs. Cela entraîne une augmentation de la densité de la thermosphère, ce qui accroît la résistance atmosphérique et peut représenter un risque majeur pour les satellites. C'est exactement ce qui est arrivé. Les nouveaux satellites Starlink n'ont pas réussi à compenser cette traînée accrue et ont commencé à retomber, finissant par brûler dans l'atmosphère.
Un énorme astéroïde de plusieurs dizaines de mètres de diamètre fonce vers la Terre à travers l'immense obscurité cosmos. Préparez-vous à une terrible nouvelle. Il y a 72% de chances qu'il percute la Terre dans 14 ans, avec des zones d'impact potentielles en Amérique du Nord, en Europe du Sud et en Afrique du Nord, soit certaines des régions les plus densément peuplées de la planète. Les astronomes surveillent de près cet envahisseur de l'espace depuis quelque temps, mais il s'est maintenant trop rapproché du Soleil, et il sera impossible de le suivre au cours des 7 prochains mois. Bien sûr, il y a 28% de chances qu'il rate complètement notre planète, mais que se passera-t-il s'il touche dans le mille? Une dévastation et une destruction mondiale. Voilà ce qui nous attend. Des milliers de vies perdues, des milliards et des milliards de dollars de dégâts, des espèces entières rayées de la surface de la Terre, des villes et des villages en ruine, des champs et des forêts détruits. Est-ce là l'avenir qui nous attend? Vous pouvez vous rassurer. Il ne s'agit que d'un scénario hypothétique créé par la NASA pour se préparer à une telle situation. L'agence spatiale réfléchit à ce type de catastrophe depuis des années. Encore plus cool, elle organise tous les 2 ans des exercices de simulation d'impact d'astéroïdes pour mettre les scientifiques, les agences gouvernementales et les experts internationaux sur la même longueur d'onde. Le dernier a eu lieu en avril et a réuni une centaine de personnes. Lors de ces exercices astéroïdes, les experts font comme si un rocher spatial géant se dirigeait vers nous. Ils réfléchissent ensuite à toutes les questions épineuses qu'ils peuvent se poser, comme quelle est sa taille? Où pourrait-il frapper? Que devrions-nous faire? C'est comme une énorme séance de brainstorming pour s'assurer que si cela devait arriver, nous n'aurions pas à repartir de zéro. Pour que ces scénarios soient aussi réalistes que possible, on mobilise le centre d'étude des objets géocroiseurs de la NASA. Ce sont eux qui suivent les astéroïdes réels et calculent leurs orbites. Ils simulent donc des mois d'observation d'astéroïdes, avec des incertitudes sur leur taille, leur trajectoire et leur zone d'impact potentielle. Le genre d'incertitude qui rend la prise de décision beaucoup plus difficile, et qui les plonge donc dans une simulation aussi proche du réel que possible. Si un astéroïde se dirigeait vraiment vers la Terre, ce ne serait pas seulement le problème d'un seul pays, mais de tous. C'est pourquoi cet exercice fait appel à des experts internationaux. En avril, ils se sont réunis pour la première fois. Ils ont travaillé aux côtés d'agences américaines telles que le Planetary Defense Coordination Office de la NASA et la FEMA pour déterminer comment le monde pourrait réagir à une telle crise, car l'impact d'un astéroïde aurait des conséquences désastreuses à l'échelle globale. La grande question est la suivante. Pouvons-nous réellement empêcher un astéroïde de heurter la Terre? Les experts envisagent 2 options principales. Premièrement, nous pourrions envoyer un vaisseau spatial pour recueillir plus d'informations. Si nous en savions plus sur la taille, la masse et l'orbite de l'astéroïde, nous serions en mesure de prendre de meilleures décisions sur la marche à suivre. La deuxième option consiste à essayer de dévier l'astéroïde. En gros, il s'agit de détourner l'objet menaçant de sa trajectoire pour qu'il rate la Terre. Cela peut sembler impossible, mais la mission DART de la NASA a déjà prouvé que c'était faisable. Il y a 2 ans, ils ont envoyé un vaisseau spatial percuter un petit astéroïde appelé Dimorphos, et ont réussi à modifier son orbite. Ce fut une grande victoire pour la défense planétaire. Mais des missions comme celle-là prennent énormément de temps à planifier, préparer et mener à bien. C'est pourquoi il est si important de repérer les astéroïdes dangereux le plus tôt possible. Actuellement, la NASA travaille sur un nouveau télescope appelé NEO Surveyor, dont le lancement est prévu en 2027. Contrairement au bon vieux télescope, NEO Surveyor est conçu pour détecter des astéroïdes dans les conditions les plus difficiles, y compris ceux qui orbitent près du Soleil. Il nous donnera une meilleure chance d'agir tôt et potentiellement d'arrêter un astéroïde avant qu'il ne devienne une menace. Si vous pensez toujours qu'un impact d'astéroïde est quelque chose qui relève de la science-fiction et que la menace n'est pas réelle, que dites-vous de ceci? Tôt le dimanche 21 janvier, un petit astéroïde d'environ 1 mètre de large est entré dans l'atmosphère terrestre et, heureusement, s'est désintégré au-dessus de l'Allemagne. Le système d'impact Scout de la NASA l'a repéré 95 minutes avant qu'il ne percute la Terre et a prédit exactement quand et où il arriverait. À 1h32, heure locale, l'astéroïde 2024 BX1 s'est transformé en une boule de feu incandescente visible jusqu'en République tchèque. Quelques petits météorites ont peut-être atterri près du site d'impact, à environ 60 km à l'ouest de Berlin. C'est seulement la 8e fois qu'un astéroïde a été détecté avant de heurter la Terre. C'est un exemple remarquable de la façon dont des outils tels que Scout nous aident à suivre les astéroïdes et à nous préparer à tout ce qui pourrait être plus gros. Autre exemple, le 4 décembre,
un petit astéroïde a offert un spectacle de lumière époustouflant dans le ciel du nord-est de la Sibérie avant de se désintégrer sans danger dans l'atmosphère terrestre. La roche spatiale, d'environ 71 cm de diamètre, a été repérée quelques heures avant de percuter la Terre. Grâce aux observations d'astronomes du monde entier, un système d'alerte spécial a réussi à prédire l'impact à plus ou moins 10 secondes près. L'astéroïde est entré dans l'atmosphère terrestre à 1h15, heure locale. Les autorités ont été mises en alerte, mais aucun dommage n'a été signalé. Le système Atlas de la NASA a repéré la roche 12 heures avant qu'elle n'entre dans l'atmosphère. Il s'agit du 4e impacteur imminent, c'est-à-dire un astéroïde découvert dans les heures précédant son impact prévu, détecté cette année, et du 11e au total. Aujourd'hui, la Chine a également de grands projets en matière de défense planétaire. Elle travaille sur sa première mission visant à frapper un astéroïde, et celle-ci a un double objectif. Un vaisseau spatial s'écrasera sur l'astéroïde, et l'autre restera en arrière pour étudier la situation pendant 1 an au maximum. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de protéger la Terre, mais aussi d'en apprendre davantage sur le système solaire. La cible est l'astéroïde 2015 XF261, un nom vraiment à rallonge, qui mesure également environ 30 mètres de large. Il est passé près de la Terre récemment, le 9 juillet, à 50 millions de kilomètres de nous. C'est vrai, c'est quand même assez loin. Mais ce voyageur de l'espace fonçait à une vitesse de 42 000 km/h, soit 30 fois la vitesse du son. La Chine va envoyer une sonde spatiale pour étudier l'astéroïde. Ils espèrent en savoir plus sur sa structure et sa composition, ce qui pourrait nous aider dans de futures missions de défense planétaire. Ensuite, ils prévoient de percuter l'astéroïde avec un autre vaisseau spatial pour tester l'impact, et la première sonde spatiale restera sur place pour observer les restes pendant 1 an. Le timing est essentiel pour ce type de mission. Cet astéroïde nous offre de bonnes opportunités d'études pour les années à venir. Ainsi, en mars et mai 2027, il passera à moins de 32 millions de kilomètres de la Terre. En avril 2028, il s'en rapprochera encore plus, à 21 millions de kilomètres. 1 an plus tard, en avril 2029, l'astéroïde passera à seulement 6,7 millions de kilomètres, ce qui en fera une cible de choix pour une telle mission. Une autre bonne occasion se présentera en avril 2030, lorsque l'astéroïde passera à 7 millions de kilomètres de notre planète. Pour vous donner un peu de contexte, la mission DART de la NASA visait autrefois un astéroïde situé à 11 millions de kilomètres, et le voyage a duré 10 mois. Les chefs du projet chinois doivent donc choisir le bon moment, en fonction du temps dont leur engin spatial aura besoin pour faire le chemin. La mission devrait débuter vers 2027, mais ce ne sera pas la première tentative de la Chine. En 2023, ils prévoyaient un test de défense planétaire avec un astéroïde différent, qui mesure également environ 30 mètres de large. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont décidé de se concentrer sur un autre objet, probablement parce que le timing est plus favorable. La plupart des astéroïdes sont en fait des capsules temporelles datant de 4,6 milliards d'années, des vestiges de l'époque où le système solaire était en train de se former. Leur étude pourrait nous en apprendre beaucoup. Et si l'on cuisinait un peu? Non, pas de pâtes et ni de hamburgers pour aujourd'hui. Que diriez-vous de quelque chose de plus exotique? Ou plutôt, de plus cosmique? Alors voilà, la recette est simple. Vous prenez une équipe d'astronomes enthousiastes et vous ajoutez quelques vieilles images issues du télescope spatial James Webb. Vous mélangez bien et vous obtenez un nombre impressionnant de petits astéroïdes, tous situés dans la grande ceinture qui se trouve entre Mars et Jupiter, Miam. Le clou du spectacle, c'est la direction dans laquelle certains de ces astéroïdes se déplacent. Car sur leur chemin, il y a notre pauvre planète. Sommes-nous condamnés simplement parce que vous avez décidé de cuisiner? Les astéroïdes dont je parle sont beaucoup plus petits que l'énorme roche spatiale qui a anéanti les dinosaures. Mais ils peuvent quand même causer des dégâts considérables. Leur taille varie. Ils peuvent être aussi petits qu'un bus ou aussi grands qu'un stade. Mais même les plus petits sont très dangereux. Prenons un exemple récent et assez spectaculaire. C'est arrivé le 15 février 2013. Un petit astéroïde d'à peine quelques dizaines de mètres de large a explosé dans l'atmosphère au-dessus de Tcheliabinsk, en Sibérie, libérant une quantité d'énergie incroyable. De nombreuses personnes ont été témoins de l'événement et l'ont filmé, ce qui a permis aux scientifiques d'obtenir des indices essentiels. De nouveaux modèles informatiques ont aidé les scientifiques à reconstituer la taille, la vitesse et l'impact du météore de Tcheliabinsk. Il s'agissait vraisemblablement d'un astéroïde gros comme un immeuble de 5 étages et il aurait explosé à une altitude comprise entre 24 et 29 km au-dessus de la surface de la Terre, et ce avec une force inouïe. L'explosion a brisé 1 million de fenêtres,
et blessé plus d'1 millier de personnes. Heureusement, elle n'était pas assez puissante pour causer de vrais dégâts. Mais elle nous a donné une idée du danger que peut représenter une explosion aérienne. Une explosion aérienne se produit lorsqu'un objet explose haut dans l'atmosphère, sans jamais toucher le sol, mais en libérant suffisamment d'énergie pour dévaster la zone qui se trouve au-dessous. Mais revenons à nos petits astéroïdes. Le plus dangereux avec eux, c'est qu'ils frappent la Terre bien plus souvent que les plus gros, environ 10 000 fois plus souvent. Pour ne rien arranger, leur petite taille les rend plus difficiles à détecter à l'avance, ce qui nous laisse peu de temps pour nous préparer si l'un d'entre eux se dirige vers la Terre. Maintenant, remontons à l'époque des dinosaures. Ah non, ça c'est trop loin. Ah voilà. Une équipe d'astronomes travaille sur une méthode consistant à trouver de petits astéroïdes dans des images de télescopes qui furent prises à l'origine pour étudier des étoiles lointaines. Grâce à cette méthode, ils ont pu examiner avec précision un système stellaire connu sous le nom de TRAPPIST-1, situé à 40 années-lumière de la Terre. Il s'agit de l'un des systèmes les plus étudiés en dehors de notre système solaire. En analysant ces images, ils ont découvert 138 nouveaux astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes principale, en plus des 8 qu'ils connaissaient déjà. Et devinez quoi? Parmi les astéroïdes nouvellement découverts, 6 semblent avoir été poussés sur des trajectoires qui pourraient les rapprocher de la Terre. Qui a fait ça? Probablement des planètes proches. Ont-elles une dent contre nous? Fait intéressant. Les scientifiques s'y pensaient ne trouver que quelques nouveaux astéroïdes, mais leur nombre s'est avéré bien plus élevé que prévu. Mais ce n'est pas étonnant. Ils explorent actuellement une partie de l'espace qu'ils connaissaient peu auparavant. Parlons maintenant du héros du jour, le télescope spatial James Webb. S'il est si efficace pour trouver de petits astéroïdes, c'est parce qu'il peut détecter leur chaleur. Ces astéroïdes émettent un rayonnement infrarouge, beaucoup plus visible que la faible lumière du Soleil qui se reflète sur leur surface. Cette technologie a permis aux scientifiques de repérer les plus petits astéroïdes jamais observés dans la ceinture d'astéroïdes principale. Les astéroïdes qu'ils ont trouvés sont des fragments issus de collisions entre des roches spatiales plus grosses. Les découvrir permet aux astronomes de comprendre l'histoire de cette ceinture et d'améliorer les méthodes de suivi des petits astéroïdes susceptibles de menacer la Terre. Les chercheurs prévoient d'utiliser le James Webb pour observer d'autres systèmes stellaires pendant au moins 500 heures. Ils espèrent que ce travail permettra de découvrir des milliers d'autres petits objets dans le système solaire. D'autres télescopes de pointe, comme l'observatoire Vera C. Rubin au Chili, seront également utiles. À partir de 2025, cet observatoire utilisera le plus grand appareil photo numérique du monde pour photographier le ciel austral chaque nuit pendant au moins 10 ans. Chaque image couvrira une vaste zone du ciel, soit environ 40 fois la taille de la pleine lune. L'observatoire pourrait trouver jusqu'à 2,4 millions d'astéroïdes en seulement 6 mois, soit près du double du nombre que nous connaissons. Récemment, la NASA a identifié 2 petits astéroïdes. Ils devaient passer près de la Terre le 16 décembre 2024. Heureusement, ni l'un ni l'autre ne présentait de danger pour la planète. Le premier astéroïde mesurait 21 mètres de large, soit à peu près la taille d'un gros avion, et se déplaçait à 17 400 km à l'heure. Le deuxième astéroïde était légèrement plus petit, avec une largeur de 17 mètres, mais il se déplaçait plus rapidement, à 23 800 km à l'heure. Mais bon, même si cette fois-ci nous avons évité le désastre, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Aïe, aïe, aïe. Cela peut sembler étrange de nos jours, mais les astronomes ne se sont pas vraiment intéressés aux petits astéroïdes pendant assez longtemps. Ils les considéraient comme de simples débris spatiaux qui gênaient l'observation des étoiles. Certains allaient même jusqu'à les appeler les parasites du ciel. Mais aujourd'hui, la façon dont nous voyons ces petites roches spatiales a complètement changé. En fait, jusqu'à récemment, nous ne pouvions repérer que les très gros astéroïdes, ceux faisant plus de 1,6 km de large. Les plus petits se fondaient dans le bruit de fond, des images prises par les télescopes. Mais ensuite, une astuce ingénieuse a permis de combiner plusieurs images de la même partie du ciel, et de rendre enfin visibles ces petits objets peu lumineux. Les données de certains télescopes, comme TRAPPIST et SPECULUS, ainsi que du télescope spatial James Webb, nous aident à améliorer la défense planétaire. Mais il ne s'agit pas seulement de protéger notre planète. L'étude de ces petits astéroïdes nous apprend également comment le système solaire a évolué. S'ils sont si nombreux, c'est parce qu'il s'agit de fragments issus de collisions entre des roches spatiales plus grosses. Un chercheur a déclaré que c'était comme si l'on regardait d'anciennes données d'une nouvelle manière. Ces petits astéroïdes, que l'on considérait auparavant comme de simples débris, sont essentiels pour comprendre notre système solaire et même pour se préparer à ce que l'avenir nous réserve.
Parmi ces centaines de millions de roches en orbite autour du Soleil, dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, certaines sont particulièrement inquiétantes. Elles s'approchent suffisamment de la Terre pour être préoccupantes. La NASA classe les astéroïdes qui orbitent à moins de 48,28 millions de kilomètres de notre planète comme des objets géocroiseurs. Et ceci pourrait constituer une menace sérieuse s'ils venaient à entrer en collision avec notre planète. Actuellement, la NASA surveille de près un astéroïde nommé Bennu. Il s'agit d'une roche spatiale assez grande, mesurant environ 490 mètres de diamètre. Elle pourrait potentiellement s'écraser sur la Terre dans 159 ans. Les astronomes l'ont repéré pour la première fois en 1999. Actuellement, les experts estiment qu'il y a une faible probabilité que Bennu dérive dans l'orbite terrestre et entre en collision avec notre planète d'ici le 24 septembre 2182. Est-ce que ce serait grave? Eh bien, pour mettre les choses en perspective, Bennu est plus grand que l'Empire State Building. S'il heurtait la Terre, il libérerait 1200 mégatonnes d'énergie, une quantité si énorme que rien sur Terre ne pourrait la générer. Les scientifiques de la NASA sont particulièrement préoccupés par la probabilité que cet astéroïde traverse un trou de serrure gravitationnel lors de son passage au XXIe siècle. Ce trou de serrure est une région de l'espace qui pourrait placer l'astéroïde sur une trajectoire de collision directe avec la Terre. Bennu passe près de la Terre tous les 6 ans et s'est déjà approché à 3 reprises, en 1999, 2005 et 2011. À l'heure actuelle, les scientifiques estiment que la probabilité que l'astéroïde percute la Terre d'ici 2182 est d'environ 1 sur 2700, soit un risque plus de 5 fois supérieur à celui qu'a une personne d'être frappée par la foudre. Bien que les chances que l'astéroïde Bennu entre en collision avec la Terre soient très faibles pour le moment, cette roche spatiale est toujours classée comme potentiellement dangereuse, car elle pourrait s'approcher jusqu'à 7,48 millions de kilomètres de la Terre. L'astéroïde Apophis est une autre roche spatiale que nous devons surveiller. Il s'agit d'un objet géocroiseur d'environ 335 mètres de diamètre découvert en 2004. Au départ, il était considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a rapidement attiré l'attention des experts, car ceux-ci pensaient qu'il pourrait Les astéroïdes constituent une menace tangible et préoccupante. Certains atteignent une taille suffisante pour engendrer de terribles conséquences en cas d'impact avec notre planète. Parmi eux, un en particulier fait la une ces derniers jours. 9942 Apophis. Une récente étude a révélé qu'une faible probabilité subsiste pour qu'il entre en collision avec la Terre lors de son passage rapproché en 2029. Mais une question se pose. L'astéroïde survivra-t-il à cette rencontre? Apophis, aussi connu sous le nom d'Apep, la divinité égyptienne incarnant le chaos et la destruction, est aujourd'hui l'un des astéroïdes les plus redoutés. Découvert en 2004, ce corps spatial mesure environ 340 mètres de diamètre, soit une hauteur comparable à celle de la Tour Eiffel. En raison de ses dimensions et de sa trajectoire prévue en 2029, les astronomes le considèrent comme un objet potentiellement dangereux, une catégorie regroupant les astéroïdes et autres corps célestes, s'approchant de la Terre et présentant une taille suffisante pour nécessiter une surveillance rigoureuse. À ce jour, les scientifiques jugent le risque d'impact extrêmement faible, inférieur à une chance sur 1 milliard. Il semble donc raisonnable d'affirmer que notre planète n'est pas en danger. L'astéroïde, en revanche, pourrait en pâtir. Lorsque Apophis frôlera la Terre en 2029, l'intense attraction gravitationnelle qu'il subira pourrait le secouer avec une telle brutalité qu'il éprouvera un phénomène comparable à un tremblement de terre, un véritable astroséisme, en quelque sorte. La force exercée par cette interaction gravitationnelle pourrait provoquer la fragmentation de certaines parties de sa surface, projetant ses débris dans l'espace. Bien que cet événement ne soit pas synonyme de désintégration totale, il est fort probable qu'Apophis perde une quantité non négligeable de matière au cours de son passage à proximité de notre planète. Une partie de ces fragments pourrait rester en orbite autour de l'astéroïde, tandis que d'autres pourraient dériver vers les confins de l'espace. À long terme, un tel bouleversement risquerait d'affecter sa rotation, modifiant son mouvement ou induisant une inclinaison inédite. Ce phénomène suscite un vif intérêt parmi les chercheurs, car il pourrait offrir des enseignements précieux sur la manière dont les astéroïdes réagissent lorsqu'ils sont soumis à de puissantes forces gravitationnelles. Revenons maintenant à la Terre, quoique nous n'ayons jamais vraiment quitté notre planète. Il se trouve que même si cet astéroïde n'a pas les dimensions nécessaires pour provoquer une extinction massive comme celui qui a anéanti les dinosaures, il demeure suffisamment imposant pour infliger des dégâts majeurs à une métropole en cas d'impact. Il pourrait également entraîner des perturbations climatiques globales. Pour l'heure,
Les prévisions indiquent qu'Apophis frôlera notre planète à une distance avoisinant les 32 000 km. Cela reste extrêmement proche à l'échelle cosmique, mais suffisamment éloigné pour éviter une collision. Pour mieux situer cette distance, elle représente moins d'un dixième de l'écart séparant la Terre de la Lune. Ainsi, même si un impact semble peu probable, ce passage pourrait perturber certains satellites en orbite terrestre, qui se retrouveront bien plus près d'Apophis que nous. L'élément clé à retenir est que le risque de collision ne pourra être totalement écarté avant plusieurs années. À mesure que l'astéroïde se rapproche, les astronomes suivront avec une attention accrue l'évolution de sa trajectoire, pour s'assurer qu'il ne soit pas dévié par l'effet de l'attraction gravitationnelle terrestre. En réalité, cette force pourrait même induire des transformations importantes au sein d'Apophis lui-même. Bien qu'Apophis ne menace pas directement la survie de l'humanité, un impact avec la Terre engendrerait néanmoins de graves conséquences. L'impact pourrait détruire une ville entière, et les perturbations climatiques qui en découleraient pourraient compromettre l'agriculture sur plusieurs années. Il ne s'agirait certes pas d'un cataclysme d'ampleur planétaire, mais ses répercussions seraient loin d'être négligeables. Apophis n'est d'ailleurs pas l'unique menace d'origine céleste à surveiller. Les scientifiques scrutent en permanence le ciel à la recherche d'autres astéroïdes susceptibles de représenter un danger. Et, grâce aux avancées technologiques récentes, les astronomes sont en mesure de détecter et de suivre ces objets depuis des distances considérables. Une approche innovante consiste à observer les pluies de météores. Celles-ci sont en réalité générées par des comètes à longue période, qui tournent autour du Soleil depuis des siècles, voire des millénaires. En passant à proximité de notre étoile, elles laissent dans leur sillage des particules de poussière et des fragments rocheux qui, lorsqu'ils croisent l'orbite terrestre, donnent naissance à ces pluies fulgurantes. Les scientifiques examinent divers paramètres liés à ces phénomènes, notamment leur vitesse, leur direction et leur provenance. Ces analyses permettent d'identifier l'astéroïde ou la comète d'origine, et surtout d'anticiper la trajectoire de certains objets célestes dangereux bien avant qu'ils ne menacent notre planète. Le projet Legacy Survey of Space and Time, qui sera conduit depuis l'observatoire Vera Rubin au Chili, promet de renforcer ses capacités de détection. Les astronomes prévoient d'élaborer une cartographie précise du ciel, en mettant en évidence les zones où ces pluies de météores sont les plus susceptibles de se produire. Grâce à ces avancées, il sera possible de déterminer quels astéroïdes pourraient constituer un danger pour la Terre à long terme, offrant ainsi un délai suffisant pour concevoir des stratégies d'intervention. Pourtant, même à l'heure actuelle, plusieurs de ces corps célestes représentent une menace sérieuse. Examinons quelques-uns d'entre eux. Prenons l'exemple de l'astéroïde Bennu, découvert par les astronomes en 1999. Cet imposant bloc rocheux, riche en carbone, mesure environ 500 mètres de diamètre, soit une taille équivalente à celle du Shanghai World Financial Center. À ce jour, il constitue la plus grande menace connue pour notre planète. Toutefois, inutile de céder à la panique, une éventuelle collision n'aurait pas lieu avant longtemps. Selon les calculs des scientifiques, la probabilité que Bennu percute la Terre le 24 septembre 2182 est de 0,037%, soit une chance sur 2700. Si un tel impact devait se produire, l'énergie libérée serait d'une ampleur telle qu'elle pourrait raser une vaste étendue. Heureusement, un impact de Bennu ne mettrait pas en péril l'ensemble de la planète. Toutefois, si cet astéroïde venait à frapper une ville, les dégâts seraient catastrophiques. Récemment, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a prélevé des échantillons à sa surface, permettant aux scientifiques d'en apprendre davantage sur sa composition et son comportement. Un autre astéroïde mérite également notre attention. Découvert en 1950, il n'a été observé à nouveau qu'en l'an 2000. Les calculs actuels indiquent une probabilité extrêmement faible, une chance sur 34 500, qu'il percute la Terre le 16 mars 1880. Dans plus de 800 ans, autant dire que je ne m'en fais pas personnellement. En cas d'impact, l'énergie dégagée serait colossale, capable de provoquer une catastrophe d'ampleur planétaire, avec un risque potentiel d'extinction de l'humanité. Un autre astéroïde, repéré bien plus récemment, retient également l'attention des chercheurs. Il a été découvert en octobre 2023 et présente une probabilité infime, une chance sur 181 000, de heurter la Terre le 10 octobre 2119. Impressionnant, ils ont calculé ça au jour près. Si une collision devait avoir lieu, l'énergie libérée serait suffisante pour causer des ravages sur de vastes zones. Malgré la faiblesse de ce risque, il demeure un objet à surveiller. Voici maintenant un astéroïde qui est qualifié de perdu, car il n'a pas été revu depuis 2007, ce qui n'est guère étonnant tant sa trajectoire est incertaine. D'après la NASA, il existerait une possibilité infime,
environ 1 sur 10 millions, qu'il frappe la Terre le 3 mars 2030. Si un tel événement se produisait, l'impact provoquerait des dégâts considérables à l'échelle régionale. Enfin, un dernier vagabond de l'espace mérite d'être mentionné. Son observation remonte à 1979, et les scientifiques estiment qu'il y a une probabilité infime, 1 sur 1,8 million, qu'il percute notre planète le 14 décembre 2113. À noter dans vos agendas, si l'impact devait survenir, les dégâts seraient importants, mais l'humanité devrait